Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Louan Vaz. Bonjour Louan. Bonjour Eric. Louan, 37 ans, franco-brésilien, un véritable citoyen du monde, forgé entre la France et le Brésil et aujourd'hui président de la Chambre de commerce du BRICS. Votre parcours atypique vous a mené des boutiques de matériel de golf de Saint-Jean-de-Védas, où vous avez dirigé des magasins pendant 12 ans, jusqu'aux plus hautes sphères de la diplomatie économique internationale. Vous avez grandi au contact de cultures multiples, appris à parler 4 langues et parcouru plus de 54 pays, ce qui vous confère une vision globale et pragmatique du monde des affaires. Votre moteur, agir concrètement sans artifice en mettant votre réseau et votre expérience au service des entreprises qui souhaitent s'ouvrir à l'international, notamment vers les pays du BRICS. Vous croyez en la force du terrain, à l'importance de l'action et à la transmission d'un savoir-faire authentique. Vous privilégiez les projets qui ont du sens et vous engagez sans attente de retour, convaincu que l'impact réel se mesure à l'aune des résultats et des liens humains créés. Louan, votre parcours est marqué par un passage du commerce local à la diplomatie économique internationale. Qu'est-ce qui a été le déclic pour opérer ce virage et comment votre expérience de commerçant influence-t-elle aujourd'hui votre action à l'international ? Alors, oui, effectivement, j'ai été commerçant pendant 12 ans. Et donc, pourquoi je suis dans le milieu de la diplomatie, c'est que j'ai grandi dedans. Moi, j'ai vu mon père évoluer dedans quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, la diplomatie et la politique. Et à 20 ans, j'étais prédestiné à aller dans cet environnement-là. Et j'ai pas voulu parce que j'ai voulu aussi vivre ma propre expérience, créer ma propre histoire. Et aujourd'hui, c'est bénéfique parce que du petit commerçant que j'étais, j'ai appris ce que c'était la réalité du chef d'entreprise. Donc, d'être en haut, d'être en bas, les vraies difficultés qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, voilà, comme je disais, c'est ma plus grande force. Pourquoi ? Parce que quand je parle à des chefs d'entreprise, je parle comme eux et je suis connecté à la réalité du terrain. Et quand vous mélangez les deux, l'entreprise et la diplomatie, ça fonctionne. Parce que maintenant, les décideurs, donc les entreprises qui veulent s'exporter ou même les citoyens tout court, ils veulent des gens qui sont connectés à leur réalité. Voilà, et des gens qui ont travaillé, qui savent ce que c'est le prix de l'essence, par exemple le prix d'une baguette de pain. Voilà, et c'est ça que j'essaye de mettre en avant. C'est quoi les missions de la présidence ? Alors, les missions de la présidence, donc, faut bien dissocier. Donc, je suis président de la Chambre de commerce du BRICS au Brésil. Donc, au Brésil, là, du coup, donc, je représente le B du Brésil pour cette Chambre de commerce. C'est-à-dire que la Chambre de commerce, c'est une institution qui existe depuis 2012, qui a été créée à New Delhi. C'est l'une des 3 choses palpables, on va dire, du BRICS. Vous avez la Chambre de commerce, le sommet et la banque. Voilà, c'est les 3 choses officielles, puisque le BRICS, c'est un acronyme, sinon. Et ensuite... C'est l'acronyme de quoi ? Alors, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, à la base. Et maintenant, ça s'appelle BRICS+, puisqu'on a 5 autres pays qui nous ont rejoints. Donc, les Émirats, Arabie Saoudite, Égypte, Iran et Éthiopie. Du coup, donc, mon rôle au Brésil, c'est d'aller récupérer les flux de sociétés. Par exemple, une société indienne qui veut venir au Brésil, on va les accompagner, voilà, avec un réseau complètement différent de ce qu'on peut avoir au Brésil avec l'APEX ou d'autres organismes. Donc, c'est complémentaire. Ensuite, on organise des événements culturels. Là, on va organiser cette année un concours de cuisine autour de chaque pays du BRICS, donc je trouve ça assez sympa. Et on met aussi les femmes entrepreneuses en avant. Donc l'année dernière, j'étais au sommet. J'ai piloté une délégation d'Indiens, du coup, que j'ai fait venir, que j'ai accueilli dans mon pays. C'était à Rio de Janeiro. Et on met en avant cette année les femmes entrepreneuses. Voilà, c'est quelque chose vraiment qu'on veut pousser. Voilà, donc ça, c'est ma mission. Et ensuite, en France... je suis représentant de cette même chambre, mais nous n'avons pas de bureau officiel comme on peut avoir au Brésil, puisque la France n'est pas dans le BRICS. Mais que moi, en tant que franco-brésilien, j'aime former 2 pays. Et quand j'ai discuté avec les équipes du BRICS, j'ai dit, je pense qu'il faut quand même une présence en France, et en Europe en l'occurrence, pour aider des entreprises qui veulent s'exporter dans ces pays-là du BRICS. Parce que la France, on a un vrai savoir-faire. Et... si on fait rien, demain, vous avez ou une hégémonie chinoise ou une hégémonie américaine. Et l'Europe, au milieu de tout ça, elle a son mot à dire. Parce qu'on a des vrais savoir-faire. En France, moi je le vois, on a vraiment vrai savoir-faire. Des fois, ils ont peur de s'exporter. Mais maintenant, il faut s'exporter parce que le monde, il est interconnecté. Et il faut le comprendre pour plus le subir. Voilà. Et pourquoi les entreprises françaises, elles ont peur d'exporter ? Alors, des fois, elles ont des a priori. Beaucoup même... Et c'est vrai que ça peut faire peur. Par exemple, on dit vous allez en Arabie Saoudite. Voilà, ils peuvent avoir des a priori. Et quand ils vont là-bas, ils se rendent compte que c'est complètement différent de ce qu'ils pouvaient penser, qu'il y a des vraies opportunités business. En plus, là j'ai pris l'exemple de l'Arabie Saoudite, mais c'est un pays qui est en profonde transformation.
puisque c'est vrai qu'à la base, leur économie était dépendante des rentes sur l'hydrocarbure. Et maintenant, ils sont en train de tout transformer. Ils veulent s'ouvrir au tourisme, au sport. Ils ont une révolution aussi culturelle. Il se passe vraiment des choses en Arabie Saoudite en termes de droits, notamment pour les femmes. Et ça évolue dans le bon sens. Et c'est vrai que du coup, une entreprise française, ou peu importe, qui arrive là-bas, a plutôt des bonnes surprises. C'est très business friendly. Voilà. Et alors, votre rôle, c'est quand vous accompagnez une entreprise française, par exemple, à s'installer en Brésil, vous lui ouvrez le réseau ? Oui, alors moi j'ai un profil très atypique, puisque du coup, ce réseau que j'ai, je l'ai hérité de mon père, en vrai, que j'ai suivi. Moi, tout petit, je le suivais, parce qu'il n'avait pas le temps de me garder, du coup, pour rester un peu avec lui, moi je l'accompagnais de partout. Et du coup, j'ai dit, il faut mettre ce réseau faut le partager. Je suis beaucoup dans le partage, parce que je pars du principe que on partagerait plus, le monde irait un peu mieux, et surtout dans l'entrepreneuriat, parce que des fois on est vachement seul quand on est chef d'entreprise. Et donc ce réseau, c'est un réseau plus direct, on va dire, où on a la chance de connaître les bonnes personnes pour vous aider à accéder plus rapidement aux bons décideurs et du coup à prendre votre place à l'export. Plus rapidement, parce qu'à l'export, quand quelqu'un part, quelqu'un d'autre vous prend la place très rapidement. Donc il faut être assez rapide. Quels sont nos rapports là aujourd'hui avec la Russie ? C'est compliqué ? C'est tabou ? On en parle ? On n'en parle pas ? Alors c'est compliqué, évidemment, puisque quand même la Russie, la Russie était dans le G8. Pourtant, il y a eu un G8 à l'époque. La Russie était à nos côtés, et du coup, c'est vrai que là, il y a une violation du droit international avec ce conflit avec l'Ukraine, et du coup, forcément, la position de la France, n'est plus pacifique envers eux. Alors moi j'ai deux visions, puisque du coup c'est vrai que j'ai le côté français, mais j'ai aussi le côté brésilien, où pour le coup le Brésil travaille beaucoup avec la Russie. Voilà, c'est des conflits un peu qui peut-être nous dépassent, des décisions, je prendrai pas part. Moi je suis là pour aider les entreprises. Vous êtes franco-brésilien. Ouais. J'ai une petite question un peu piquante et personnelle. Pourquoi vous avez choisi de vous installer en France ? Alors j'ai pas forcément eu le choix, puisque mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans, et du coup je me suis retrouvé à vivre à Lyon avec ma maman, et donc j'ai grandi en France, mais chaque vacances j'allais au Brésil, donc j'ai vraiment cette double culture, j'ai ma famille là-bas encore, je suis... Et alors aujourd'hui vous parlez en tant que héroltais, parce que vous êtes à Moggio, je crois. À Pérols. À Pérols, pardon. Vous êtes à Pérols, et alors de Pérols, vous faites le tour du monde. L'année dernière, vous m'avez dit, c'est combien de kilomètres vous avez fait ? Alors ça va faire aller pour certains pour mon bilan carbone, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre l'avion quand même. J'ai fait 340 000 kilomètres. Donc aller voir les entreprises. Je suis vraiment un homme de terrain. Moi, je pars du principe qu'il faut aller voir les gens, les yeux dans les yeux, les regarder. C'est aussi une grande forme de respect, parce que en Inde, je suis allé voir des usines. J'ai mis 4 heures de train, je suis allé dans des endroits improbables, mais quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai qu'ils ont vu ça comme une grande forme de respect, et aujourd'hui, ça me permet d'avoir un partenaire assez fiable. Est-ce que vous accompagnez des entreprises héroltaises sur ces territoires ? Alors j'ai eu discuté avec une très grosse entreprise héroltaise, donc je pourrais pas donner leur nom parce que c'est assez confidentiel, mais oui. Et pour le coup, en plus, c'est une boîte très confidentielle qui est pas mise en avant, mais qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et qui a un vrai savoir-faire, une vraie belle ADN, et j'aurais grand plaisir à poursuivre la collaboration avec eux, et j'espère pouvoir les aider, comme ils veulent. Et ensuite, en France, j'ai 2 sociétés actuellement aussi qu'on suit, dont une qui est cotée Euronext et qui souhaite à s'exporter. Je ne vais pas vous demander de choisir votre cœur entre le Brésil et la France, mais quelles sont les synergies business qu'il y a entre ces deux pays ? Les synergies business, alors déjà, on a un très beau rapport, la France et le Brésil. Historiquement, on s'est toujours très très bien entendu. J'ai eu la chance de participer à la visite d'État du président Macron en mars 2024 au Brésil, où là c'était l'histoire d'amour entre Lula et eux, donc ça s'est très bien passé, il y a eu des très beaux accords de signés. Les synergies qu'il peut y avoir, déjà vous avez les énergies renouvelables, il faut savoir quand même que la France est le premier employeur étranger au Brésil. Voilà. Groupe Carrefour, Leroy Merlin, Total, toutes nos grosses sociétés sont là-bas. Donc on est assez bien implanté. Et donc vous avez beaucoup de synergies dans tout ce qui est énergie renouvelable. On a beaucoup de partenariats culturels aussi avec eux. Et après aussi sur l'alimentation, là ça commence à venir aussi. Alors moi, on va pas parler du Mercosur. Parce que le Mercosur, faudra le décortiquer vraiment parce qu'il y a du bon et du mauvais dans le Mercosur. C'est quelque chose qu'il faut analyser vraiment en détail. Mais voilà, il y a beaucoup de synergies quand même en France-Brésil.
Donc les 5 pays, quand on dit BRICS+, il y a les 5 pays dont l'Iran. Donc là, aujourd'hui, tout est stoppé, tous les projets dans les pipes sont arrêtés. Tout est bloqué, ouais, effectivement. Ouais. Comment on gère ça, ces conflits géopolitiques par rapport à votre activité Alors, le but, c'est, faut trouver des solutions. C'est ça le casse-tête que j'ai en ce moment. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai des sociétés que j'accompagne en Arabie Saoudite. Il faut leur expliquer que c'est une situation qui est temporaire, mais parce que malgré tout, le business va repartir. Pourquoi ? Parce que le monde a besoin de faire du business. Les Américains ont besoin de faire du business, les Iraniens ont besoin de faire du business. Ils ont besoin ça va se débloquer. Après, c'est vrai que la situation est compliquée et il faut savoir anticiper. Donc là, c'est vrai que sur l'Arabie, on a par exemple des dossiers qu'on suit. Là, on va rencontrer une délégation saoudienne aux États-Unis. Du coup, on se réadapte. Je dis aux entreprises qu'on suit, il faut s'accrocher, ça va redémarrer, mais c'est vrai que c'est pas facile en ce moment. Et surtout, moi, j'ai écrit un bouquin là, qui sortira prochainement, où j'explique qu'il faut bien comprendre le monde pour anticiper, parce que quelque chose qui bloque à Hormuz va vous impacter, vous, à Montpellier. Et ça, c'est compliqué à gérer. Mais voilà, c'est un peu le casse-tête en ce moment. Ouais. Comment on fait pour échanger avec vous quand on a un projet à l'export ? Alors, je reçois beaucoup de leads sur LinkedIn. Ça, c'est dingue. Donc, on peut me contacter sur LinkedIn ou je pourrais vous donner mon téléphone. Je suis toujours joignable. Voilà. Alors, sur LinkedIn, c'est Luhan, c'est Luhan, Vaz. Voilà, Soriano Vaz. J'ai les 2 noms, parce qu'au Brésil, on a nos 2 noms de famille. Voilà, vous pouvez le trouver. Voilà, la bonhomie, un sourire derrière, un sourire brésilien avec un petit sourire rieur des yeux français. Votre prochain voyage ? Alors, prochain voyage, je décolle vendredi pour New Delhi. Du coup, donc, on a un sommet de 3 jours avec la Chambre de commerce. En plus, qui est destiné cette année aux femmes entrepreneuses. Donc, tout le sommet leur sera consacré. Et ça va permettre aussi de faire le point, de rencontrer des partenaires d'autres pays et de voir un peu la situation globale. Et ensuite, je rentre et après, je redécollerai pour les États-Unis où je serai au sommet du Fonds souverain saoudien. Ouais. Voilà. Le pays qui vous impressionne le plus en ce moment, en termes de développement, de changement de culture, champ des possibles ? L'Inde. L'Inde, c'est... déjà, c'est un pays avec une démographie monstrueuse. L'Inde peut devenir le futur numéro 1 dans la prochaine décennie. Du fait de la tech ? Du fait de la tech, du fait qu'ils ont une classe moyenne qui est en train d'exploser. Vraiment, dans les 10 années à venir, on aura, je pense, la moitié du pays qui sera de classe moyenne. Donc ces gens, ils vont consommer, ils veulent voyager, chose que ne faisait pas forcément avant l'ancienne génération. Maintenant, on a des gens, ces Indiens-là veulent voyager, veulent voir le monde. Et l'Inde, moi, ça m'impressionne. Vraiment, c'est l'un des pays à suivre, on va dire. Et après aussi, la transformation de certains pays au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent aussi à se retransformer, à avoir une vision et à ne plus être dépendants des hydrocarbures. Donc, c'est des pays qui bougent. Et ça, c'est assez intéressant. Nous, le Brésil aussi, on a un pays aussi qui bouge. On a une classe moyenne qui augmente. Donc oui, le monde qu'on connaît aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, aura complètement changé. Et après, on a la Chine qui pour le coup n'est plus un émergent. On dit que c'est un émergent, mais non, ça n'est pas un émergent. C'est un leader. C'est un leader et il paraît dans les prochaines décennies, ils peuvent être numéro 1, d'où la bataille féroce entre eux et les États-Unis. Voilà. Vous qui voyez le monde en mettant vos pieds sur leur sol et non pas derrière les écrans de certains médias qui diffusent des images sans analyse, le monde va pas si mal que ça, selon vous ? Alors c'est un peu... Moi, j'ai tendance à voir du positif de partout. C'est votre côté brésilien, ça ? Ouais, côté brésilien. Et puis le côté... faut pas avoir de pensée unique et pas se laisser manipuler. Parce que moi, quand je vais en Arabie, par exemple, ok, certes, il y a des choses à revoir en termes peut-être de droits de l'homme par rapport à nous. Mais vous rencontrez des gens extraordinaires, des gens talentueux, des gens ouverts au monde. Voilà, donc en vrai, faut pas qu'on ait une pensée unique. Voilà, faut qu'on soit plus universel dans notre façon de penser. Des fois, le français est un peu... peut-être pas assez universel et il arrive avec ses pensées toutes faites et parfois un manque d'humilité. Et je pense que la grande clé pour évoluer dans ces pays-là, c'est l'humilité. Voilà. Vous arrivez face à un Indien, il a beaucoup de choses à vous apprendre aussi. Voilà. On est dans le partage et ça, c'est important. Ouais. Voilà, le monde est connecté, nous devons partager, nous devons nous ouvrir, arrêtons de regarder notre nombril et puis surtout, n'ayez plus peur, entreprise française, d'exporter et Luhan peut vous accompagner là-dessus. Merci Luhan de ce témoignage. Merci beaucoup.